les sujets régionaux, la politique étrangère de la France, mais pour donner un cadre. Karim Ben Saïd du journal La Presse. Monsieur le Président, vous avez évoqué à plusieurs reprises la situation en Libye et vous avez notamment fait quelques allusions. Moi, je voudrais vous poser une question très claire. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, vous, en tant que président de la République française, vous reconnaissez la responsabilité de la France, de l'État français, dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Libye, notamment? Est-ce que ça a été une erreur d'aller en Libye, donc une erreur du président Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous reconnaissez la responsabilité de la France au nom de l'État français aujourd'hui? Deuxième question, j'ai une deuxième question pour ma collègue, au nom de ma collègue du Web Manager Center. Sachant qu'à chaque fois qu'on crée un emploi en Tunisie, on en sauve un en France, car cela permet aux opérateurs français d'être plus compétitifs face à la concurrence asiatique. Ne pensez-vous pas que les mesures de redressement fiscal prises à l'encontre des entreprises françaises établies en Tunisie pourraient décourager de nouveaux investissements, alors que vous envisagez de doubler le nombre d'entreprises présentes en France? Merci. En Tunisie, oui, j'avais compris. Alors, sur le premier sujet, je ne le formulerai pas comme ça. La situation actuelle en Libye, elle est due à quoi? D'abord à des années et des années de tyrannie, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, ce que j'ai dit ce matin très clairement et ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que le choix effectué par plusieurs puissances internationales en 2011 de ne régler le problème libyen que par le truchement d'une intervention militaire contre Kadhafi n'était pas la bonne solution en ce que ça n'était pas inscrit dans une feuille de route politique, diplomatique. Et que cette intervention a conduit en effet à faire tomber la personne qui était alors au pouvoir, mais n'a rien proposé d'autre et n'a pas conduit le peuple libyen à être en situation justement de faire un autre choix. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Cette méthode d'ailleurs, nous l'avons expérimentée, la France a désapprouvé par d'autres temps ce choix en Irak ou ailleurs. Et c'est l'une des deux convictions que j'ai évoquées ce matin dans mon discours, le fait que je ne crois pas qu'on puisse se substituer à la souveraineté des peuples. On peut avoir une action militaire lorsqu'on a un ennemi, lorsqu'on le combat, c'est ce que nous faisons dans le cadre de la coalition en Syrie. On peut désapprouver un régime, un dirigeant, et avoir une action qui conduit justement à encadrer au maximum dans les règles internationales et à faire respecter celles-ci au quotidien par les différents pouvoirs concernés. C'est ce que nous voulons faire en Syrie pour demain. Mais je crois que l'idée qu'on règle la situation d'un pays en intervenant de manière unilatérale sur le strict plan militaire est une fausse idée. Et en l'espèce, l'intervention de plusieurs puissances internationales a conduit à plonger la Libye dans ce que j'appelle l'anomie depuis plusieurs années, et donc une vraie déstabilisation politique qui a conduit à une vraie crise pour la Libye, avec un impact politique et économique pour la Tunisie, avec une vraie déstabilisation de toute la région, et du coup des opportunités offertes, y compris aux djihadistes. Et on le voit aujourd'hui, et à de nombreux trafics, qu'il s'agisse de trafic d'armes, de drogue ou d'êtres humains. Notre volonté en Libye, c'est justement, dans ce contexte-là aujourd'hui, de construire les éléments de la stabilité future. C'est pourquoi la France, dès le mois de juillet, a réuni à la Celle Saint-Cloud messieurs Sarraj et Haftar pour les mettre d'accord pour la première fois sur un début de feuille de route commune, qui a permis ensuite au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de proposer une feuille de route élaborée en septembre, que nous avons soutenue, et d'être en train aujourd'hui de créer les conditions. C'est ce à quoi nous œuvrerons en soutien d'élections libres et de l'expression de la souveraineté, justement, du peuple libyen. Donc je pense que c'était une erreur profonde d'intervenir sous ce mode et sans qu'il y ait un cadre politique. Mais je n'emploierai pas les mots que vous avez employés, je n'aurai pas peut-être une formule qui peut paraître par trop simplificatrice, parce que le problème était plus large et plus complet. Ensuite, pour ce qui est des emplois créés, des opportunités que ça offre de part et d'autre de la Méditerranée, j'ai exprimé tout cela et l'importance de ces sujets ce matin au Forum économique. Pour autant, moi je crois qu'on ne crée jamais de bons emplois lorsqu'on ne respecte pas les règles.
quand il y a des redressements fiscaux qui soient faits en Tunisie ou en France, c'est que les règles ne sont pas respectées. Donc, je pense qu'on ne développe aucune bonne stratégie économique, micro ou macroéconomique, quand elle repose sur des mécanismes non plus d'optimisation, mais de fraude ou d'évasion. Donc ça, ce n'est pas une bonne stratégie, parce qu'on se ment à vouloir construire sur ces bases. Par contre, je pense qu'il y a une vraie stratégie qu'ont plusieurs de nos entreprises françaises ici sur les territoires, c'est d'aller développer leur entreprise, leur filiale avec des partenaires en Tunisie, pour le marché tunisien et parfois pour le marché régional, d'avoir une vraie production ici, de le faire aussi en créant des partenariats avec d'autres pays de la Méditerranée et parfois la France, mais de le faire pour de bonnes raisons. Dans ce contexte-là, il est évident que la Tunisie peut construire son attractivité, mais ça ne peut pas se faire par le biais de contournement des règles fiscales. Et moi, je suis très attaché à soutenir dans ce contexte la stratégie du président comme du chef de gouvernement, qui consiste justement à avoir un cadre macroéconomique clair, à assainir les relations financières et budgétaires avec les autres puissances, à lutter activement contre la corruption, à avoir de l'attractivité fiscale, mais dans le cadre de règles et dans le respect de ces dernières. Voilà la stratégie. Jérôme Rivet de l'AFP. La Turquie a vivement réagi à vos propos à un journaliste du Figaro sur l'opération en cours dans le nord de la Syrie. Est-ce que vous maintenez vos propos avec l'utilisation du mot « invasion » et est-ce que vous avez été en contact avec Ankara depuis ? J'aurai, je pense, dans les prochains jours, comme je l'ai très régulièrement, le président Erdogan. Je l'ai eu 2 ou 3 jours après le début, justement, des opérations turques dans le canton d'Afrine. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit de manière très précise ? J'ai dit que la France avait exprimé ses préoccupations après la décision turque d'intervenir dans le canton d'Afrine. Préoccupation légitime, puisque ceci n'était pas concerté avec le reste de la coalition, et que, je le rappelle, notre priorité à tous en Syrie, c'est la lutte contre Daesh et l'éradication de Daesh. Nous n'en sommes pas encore là. J'espère que nous sommes dans les dernières semaines, mais c'est la priorité. Je dis que je pouvais entendre les préoccupations turques en matière de sécurité, puisque c'est ainsi que le président Erdogan a présenté cette intervention. Maintenant, ce que j'ai dit très exactement en début de semaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de confusion sur le terrain. Et que si l'intervention turque n'était pas strictement limitée à la protection de sa frontière et la lutte contre le terrorisme, mais aller plus loin et s'apparenter à une conquête territoriale, cela relevait en effet d'une forme d'invasion. Et à ce moment-là, c'était un problème qui supposait une autre réponse. Donc je ne retire rien. Mais je note que la réaction du ministre des Affaires étrangères turc signifie sans doute qu'il ne s'agit rien d'autre que de la sécurisation des frontières et que la Turquie n'entend pas aller plus loin que les positions qu'elle occupe aujourd'hui, ni rester durablement dans la région. Mais si je n'avais pas mis un conditionnel et une remise en contexte, je comprends qu'il puisse y avoir des réactions. Mais je dis les choses précisément, il faut les lire précisément. Mais je veux voir dans cette réaction, parce que je connais bien aussi le collègue de Jean-Yves Le Drian, elle signifie que la Turquie n'entend pas aller plus loin. Je suis donc rassuré, si elle considère que l'invasion n'est pas le bon mot. Votre position à l'égard de la Méditerranée est très intéressante et importante, mais vous ne pensez pas que c'est un peu trop ambitieux pour la France, tel que vous l'avez exprimé ce matin, d'être pratiquement le leader de la Méditerranée ? Oh, est-ce que vous m'avez entendu prononcer ce mot ? Non, mais je l'interprète. Alors, interprétez-le. On reproche souvent aux gens de proposer. Si être leader, c'est proposer et oser, j'accepte ce qualificatif. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma courte vie politique. Et j'ai jamais considéré que c'était prendre un risque incommensurable que d'essayer de faire des choses et d'oser articuler des idées claires. Enfin, ce que je constate, c'est que quand je regarde notre pays, la France, il y a sans doute peu de pays qui ont autant de diaspora méditerranéenne à s'y rassembler. Et que nous avons aujourd'hui énormément de questions communes
en matière de terrorisme, de migration, de développement économique, mais aussi en matière culturelle, linguistique, autour de la Méditerranée. Mais qui a en France une forme de synthèse. Ce que je constate aussi, c'est que quand la France n'arrive pas à régler ce sujet méditerranéen, ce qui doit faire sa richesse, qui sont toutes ces diasporas, devient une fracture. Avec tout ce que cela emporte, de sujets culturels, parfois religieux, et de tout ce que notre société vit et ce par quoi elle est travaillée. Donc, je disais juste ce matin que la France a besoin d'une politique méditerranéenne. Mais si vous m'avez bien entendu, j'ai dit qu'avec humilité, je proposerais à quelques pays européens et quelques pays du Maghreb, dans un premier temps, que nous nous réunissions ensemble. Ça me semble pas être une ambition démesurée, mais parce que ce n'est pas à la France d'articuler une politique méditerranéenne seule. Si je vous avais dit la politique méditerranéenne pour demain, c'est ceci, ceci, cela, vous pourriez me dire cela, ou me faire un reproche. Je dis juste, c'est peut-être à nous de prendre l'initiative d'organiser ce dialogue. Et après, que donnera ce dialogue? Je ne sais pas. Il y a aujourd'hui un dialogue des pays de l'Union européenne qui sont sur les rives de la Méditerranée, auquel s'est adjoint le Portugal. Bon. C'est les réunions dites Med7 de l'Europe du Sud que nous avons régulièrement. Nous l'avons eu encore il y a quelques semaines à Rome. Il n'y a plus de dialogue de part et d'autre de nos rives. Il faut le restaurer. Alors, ça permettra peut-être aux Européens de faire davantage de choses ensemble vis-à-vis de certains pays. Ça permettra peut-être de développer une vraie politique méditerranéenne. Ça permettra peut-être, qui sait, de déclencher à nouveau une politique du Maghreb. Je sais simplement qu'il y a une opportunité et une nécessité de discuter. Je le disais à l'aune des défis, d'une part, de la Tunisie, mais des défis qui sont aussi ceux de la France. Voilà mon intention. Essayer d'aller dans cette direction, parce que je pense que c'est de faire œuvre utile, mais en aucun cas penser une seule seconde que la France peut seule porter une telle politique. Je vous en prie, madame. Emmanuel Macron est en train d'humaniser les relations internationales. En fait, Emile Belhaja Ali, Web Manager Center. En fait, à vous entendre, je vous ai entendu, je vous ai écouté ce matin, et j'ai la nette impression vous avez une nouvelle vision des échanges et des relations internationales et des échanges et des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a une dimension humaine dans ce que vous dites. Comment vous comptez illustrer cela, justement? Parce qu'on parle Chypre, on parle enjeux stratégiques, on parle intérêts sécuritaires et économiques. Nous le savons, il faut être pragmatique en politique, mais on n'a jamais parlé de la dimension humaine dans cette rive. Mais vous savez, qui a été le berceau de l'humanité, en fait. Vous avez raison de le dire. Mais quand on parle de commerce, quand on parle de politique, quand on parle d'économie, quand on parle même de guerre, on parle de quoi d'autre que d'une manière d'organiser les relations humaines? Ce sont des techniques pour intermédier les relations humaines. Et moi, il m'est arrivé dans ma vie avant de faire du commerce. J'ai beaucoup aimé cela, mais c'est faire une transaction du commerce. S'il n'y a pas deux individus pour vouloir le faire, qui essaient de se comprendre, ça ne marche pas. Ce que je sais, c'est que ces dernières années, les deux rives de la Méditerranée ont construit de la défiance. Et nous le voyons à plein dans la crise migratoire. Pour autant, les deux rives de la Méditerranée ont été face au même problème. Le risque terroriste, vous l'avez vécu dans votre chair comme nous. La crise de l'islam, parce qu'il y a une crise aujourd'hui de cette religion qui est prise dans des tensions très fortes en son sein. Et vous les vivez comme nous les vivons. Nous ne sommes pas, nous, un pays qui est majoritairement musulman, vous l'êtes. Mais nous les vivons aussi parce que ça touche notre société, parce que dans certains quartiers, dans la République française, l'islam est très présent. Et donc, tout cela travaille nos sociétés. Nous les vivons. Nous avons un passé commun, immense. Je le disais hier et encore ce matin en évoquant Carthage. Je veux dire, nos lieux, nos intellectuels, nos philosophes sont connus des deux rives. Je suis sûr que vous demanderiez à beaucoup de collégiens ou lycéens français, beaucoup vous diraient que Carthage, c'est européen. Et tout à l'heure, quand on regardait les Zitouna, on pouvait penser qu'on n'était pas loin de Cordoue, sur certains aspects de la mosquée. Donc,
C'est la réalité de notre relation. Et la Méditerranée a été le bassin de notre civilisation, son foyer, a permis plusieurs renaissances d'ailleurs. Quand nous avons su faire circuler les intelligences, les talents, et quand chacun a su construire son projet autour de cette mer. Aussi longtemps que la Méditerranée sera un lieu de défiance, de mort, comme il l'est aujourd'hui, nous n'arriverons pas à construire véritablement, même dans les pays qui pensent s'en sortir. Et donc, je pense que la France n'a pas la possibilité de réussir son destin si elle n'a pas une vraie politique méditerranéenne. J'en suis convaincu. Parce qu'elle a simplement en son sein, dans son peuple, tout à la fois cette histoire et toutes ces diasporas qui la font et qui regardent cette politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça se décline de manière géostratégique, de manière économique, telle que je l'ai explicité hier et aujourd'hui. Mais vous avez raison, il y a une part indéniablement humaine parce que nous sommes ainsi faits, parce qu'il y a des millions de nos concitoyens, si je ne prends que la relation bilatérale entre la France et la Tunisie, qui la constituent, ce sont des femmes et des hommes. Et quand les choses deviennent passionnelles, c'est parce qu'elles sont humaines. Bonjour Monsieur le Président. Ce matin, avec le Premier ministre tunisien, vous avez évoqué la nécessité de réformes structurelles pour la Tunisie et que les Tunisiens n'en avaient pas le monopole. Justement, en affirmant cela, est-ce que vous pensiez à celle qui se prépare en France? Votre ministre du Budget a en effet parlé d'un plan de départ volontaire de 120 000 fonctionnaires, un recours accru aux contractuels. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une remise en cause de la fonction publique française telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui? Merci. Je reconnais là votre talent qui consiste donc à poser une question relevant de la politique nationale au prétexte d'un événement international. J'ai bien noté votre accroche qui vaut captatio benevolentiae. Il y a ici, d'abord, pour apporter la réponse côté tunisien, il y a ici un programme de réforme extrêmement important qui est mené par le chef de gouvernement et je veux insister sur vraiment le travail qui est fait, le courage, à la fois pour lutter contre la corruption, pour simplifier l'État, pour restaurer dans l'économie et dans la relation entre l'économie et l'État, justement un fonctionnement qui correspond à ce dont le pays a besoin. Pour ce qui est de la France, j'ai en effet eu ce clin d'œil et j'ai évoqué l'importance de certaines réformes. Elles ont commencé depuis le mois de mai dernier sur le marché du travail, dans l'enseignement supérieur, la ministre est là avec nous, dans l'éducation nationale, en matière justement de politique énergétique, et tout ça va continuer. Et oui, le Premier ministre et le gouvernement auront à conduire plusieurs réformes d'importance, dont une qui est la modernisation, la transformation de notre État et de notre action publique. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre transformer le pays en disant l'action publique serait une espèce de citadelle protégée qui, elle, n'a pas à se transformer, n'a à s'adapter à rien. Ce serait faux. Ensuite, parce que nous pouvons faire mieux en réadaptant nos missions. Et si nous voulons d'ailleurs avoir une politique crédible, soutenable de baisse des prélèvements obligatoires, il nous faut les réorganiser et travailler différemment. Mais il faut le faire pas avec un objectif strictement budgétaire et à courte vue, mais avec la volonté de repenser les missions qui sont aujourd'hui celles de l'État et la qualité du service qui est rendu aux citoyens. Et quand on regarde les choses, il y a énormément d'opportunités. Et c'est ce qui a été présenté sur plusieurs sujets par le Premier ministre ce matin. Nous avons des politiques publiques qui, parce qu'il y a la transformation numérique, parce qu'il y a des changements d'usage de nos concitoyens, mais aussi d'autres manières d'organiser notre action, doivent être profondément repensées. Vous avez aujourd'hui des politiques qui sont conduites sur le terrain avec une organisation qui a été conçue il y a parfois plusieurs décennies, dont les opérations sont désintermédiées, transformées par les usages. Les gens ne vont plus forcément aller chercher des prestations, un conseil dans un bureau, quand nous sommes à l'ère des applications et où ils ont besoin à la fois de plus de réactivité et veulent du digital. Et donc nous avons besoin de repenser la manière de nous organiser. C'est pour ça qu'il faut aussi se donner les capacités de le faire. Et donc il y a, pour moi, 3 choses essentielles. La première, c'est que l'État investissent massivement dans cette transformation numérique et puissent mettre de l'argent pour faire mieux et très différemment.
qu'il s'agisse de l'hôpital, de l'éducation nationale et justement des enseignements ainsi qu'on peut repenser, de toutes les politiques publiques, la transformation numérique est un vecteur. Elle l'a été pour votre profession, elle l'est encore aujourd'hui. Vous faites très différemment votre métier qu'il y a quelques années. Bon, eh bien, dans l'action du gouvernement, ceci doit être également vu comme une opportunité et une manière de mieux faire. Donc, il faut, et ça a été prévu dans le grand plan d'investissement, pouvoir investir là-dedans. Parce que la manière de gérer jusqu'alors l'État faisait qu'on gérait budget par budget, politique par politique, et année après année. Et en somme, rien ne vous incitait à faire de grandes transformations, puisque rien ne vous incitait à vraiment investir pour changer les choses. Donc, avoir une approche sur 5 ans, avec des ambitions qui sont parfois transversales entre les ministères, et décider d'investir dans cette transformation, c'est le premier pilier de ce que nous devons faire. Et c'est une bonne chose pour nos fonctionnaires et toutes celles et ceux qui font et décident de l'action publique. Parce que c'est aussi leur permettre d'être beaucoup plus adaptés au temps, de travailler mieux, d'avoir des tâches parfois moins répétitives. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une politique, en effet, de plus grande souplesse. Et donc, ça n'est pas la fin de la fonction publique, c'est les conditions de sa pérennité véritable. Enfin, regardez les choses en face. Nous avons aujourd'hui une fonction publique qui procède de mémoire du statut de Maurice Thorez de 1947, pour une large partie, revue avec les lois du début des années 80. Nous avons une application qui est plus rigide que celle qu'avait pensée Maurice Thorez, qui n'était pas le tenant d'une politique libérale en 1947, puisque, par exemple, la rémunération au mérite est, je crois, dans le statut de Maurice Thorez. Il y a des éléments de bon sens de la gestion de la fonction publique qui ne sont plus appliqués par les rigidités que nous avons construites. Et donc, on doit donner à notre fonction publique la possibilité de réinterroger des moyens de s'organiser. Et donc, en effet, de pouvoir, sur certains postes, embaucher par contrat, et pas forcément uniquement sous le statut, de pouvoir réorganiser plus vite, comme le font les entreprises. La Poste, Orange, puisque Stéphane Richard est avec nous, l'ont fait par le passé, avec justement des plans et un accompagnement des personnes qui permettent aux structures de se réorganiser. Sinon, vous gérez tout par le statut, y compris l'impossibilité de bouger. Et vous allez finir par expliquer aux Françaises et aux Français, je ne peux pas vous apporter un meilleur service, je ne peux pas baisser vos impôts parce que j'ai le statut. Bien évidemment qu'on gardera le statut, mais il faut avoir une souplesse de gestion avec les instruments présentés ce matin, reconvoquant parfois la philosophie profonde de ce qu'il y a derrière la fonction publique, avec aussi plus de transparence et une forme de confiance, je pense, restaurée avec le reste du pays, parce que c'est, je pense, la bonne manière d'avoir une gestion publique contemporaine. Et ça, c'est le deuxième pilier. Une souplesse repensée, et puis de regarder mission par mission, catégorie par catégorie. Et moi, j'invite d'ailleurs les collectivités territoriales, je l'ai dit, je souhaite qu'on puisse avoir une gestion beaucoup plus souple entre les 3 fonctions publiques, mais je pense que la fonction publique territoriale a aussi ce travail à mener de manière extrêmement apaisée, sans tomber dans aucune des caricatures que notre pays adore, mais qui consiste à aussi moderniser sa façon de faire. Et en France, pourquoi on n'avance pas sur ce sujet depuis tant d'années ? Parce qu'il y aurait d'un côté ceux qui veulent brutaliser la fonction publique et qui ne l'aiment pas, et de l'autre ceux qui prétendent l'aimer et au fond la font régresser, parce qu'ils la bloquent dans un cadre qui ne correspond plus au monde dans lequel nous sommes. Moi, figurez-vous que j'ai été fonctionnaire, et j'ai choisi le service de l'État. J'aime la fonction publique. Et je sais que les fonctionnaires sont heureux quand ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils ont une motivation, qu'on leur donne les moyens de réussir justement ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire de bien faire leur métier. Et donc, il faut pouvoir adapter les choses en fonction de leur donner les moyens. Et donc, ces souplesses de gestion annoncées sont indispensables, mais elles vont s'accompagner aussi d'une plus grande déconcentration. Elles vont s'accompagner de plus de responsabilités, de plus de rémunération au mérite, d'une plus grande différenciation, parce que c'est comme ça qu'on récompensera celles et ceux qui se donnent à plein, qui s'investissent. Enfin, regardez notre hôpital, comment il tient. Regardez l'école, comment elle tient dans certains quartiers de la République. Parce qu'il y a un investissement extraordinaire de nos fonctionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on a adapté les règles pour les aider à faire aussi bien qu'ils le veulent et être récompensés comme ils le mériteraient? Non. Parce que, selon nos règles actuelles, la rigidité est la même dans tous les endroits, alors qu'elle n'est parfois pas adaptée. Et la rémunération dépend de règles qui n'ont rien à voir avec leur investissement propre, leur motivation et la difficulté du terrain sur lequel ils sont. C'est du bon sens.
Et donc c'est ce que nous allons faire. C'est ce d'ailleurs à quoi je me suis engagé dans la campagne. Enfin, le troisième élément, c'est qu'il faut investir dans notre fonction publique par la formation. Ce que nous voulons pour le secteur privé, il faut le faire pour la fonction publique, parce que cette transformation qui passera par le numérique, par des réorganisations profondes de certains ministères, de certaines politiques publiques, suppose aussi qu'on puisse former ou reformer des fonctionnaires dont les métiers vont changer, dont le rapport aux usagers, dont l'organisation va se transformer, parce que les usages aussi se transforment. Et donc, dans les 15 milliards d'investissements qui seront les nôtres en matière de formation et formation continue, il y aura une part dédiée à notre fonction publique pour permettre ce changement. Voilà ce qui a été dit ce matin en substance par le Premier ministre, qui annonçait beaucoup de mesures précises et au-delà une stratégie sur plusieurs politiques publiques. Mais puisque vous m'interrogez sur ce point très sensible pour notre pays, ces 3 grands engagements, ce sont ceux que j'avais pris et c'est ce dont notre pays a besoin. J'en suis profondément convaincu. Je vais en prendre peut-être une dernière là. Non, 2, allez. Vous êtes... Alors prenez-les ensemble. Je les prends une série. Voilà. C'est Insaf Yahyaoui, journaliste de la télévision tunisienne. Alors j'aimerais bien parler de la francophonie, la veille du sommet de la francophonie. Certains parlent, vous avez parlé de ça aujourd'hui, ce matin même, à l'Assemblée. Alors, la francophonie a-t-elle besoin d'un coup d'éclat ou d'une réanimation? On ne parle plus des mêmes budgets pour les bourses d'études, pour les loisirs, pour la culture. Que ferait la France pour réanimer la francophonie? Ma collègue va parler. Allez-y, puis monsieur, je prends les 3 d'un coup. Rawa Qassem, journal Le Maghreb. Pensez-vous que nous pouvons encore parler de processus de paix au Moyen-Orient après la décision du président américain concernant Jérusalem? Merci. Allez-y. Merci madame. Vous êtes venu en Tunisie, vous y avez passé plusieurs heures, vous avez vu plusieurs interlocuteurs. Moi, ma question elle est très simple. Avec quel sentiment vous partez ce soir de la Tunisie pour un autre pays, le Sénégal, qui est sur le même chemin de cette démocratie naissante dans cette Afrique que nous aimons tous? Merci, Monsieur le Président. Merci. C'était celle-là. C'était celle-là. Alors, ok. Alors, sur la francophonie, je l'ai dit d'abord, je réponds sur le principe et la philosophie d'ensemble. J'ai depuis plusieurs mois réengagé une volonté pour notre francophonie, en expliquant d'ailleurs que la francophonie n'était pas l'apanage de la France. Et d'ailleurs, quand on regardait les prémices de l'Organisation internationale de la francophonie, elle a été pensée, voulue, par des dirigeants africains, entre autres le président Bourguiba, pour justement faire rayonner une langue dans laquelle ils étaient fiers. Et je crois que la francophonie, c'est cette langue que nous avons en partage. Et la développer, considérer, assumer que son épicentre, ça n'est pas Paris, mais c'est quelque part en Afrique, c'est aussi dire aux Africains, faites-le vivre, assumez-le, déformez-le. Et je l'ai dit, c'est ce que j'ai demandé à ma représentante personnelle, Leïla Slimani, c'est pas un hasard si j'ai pris une femme, écrivain des 2 rives de la Méditerranée, pour porter cela. C'est-à-dire que la francophonie, ça n'est pas un projet d'hier, c'est un projet de demain, et qui, sur le plan linguistique, culturel, économique, est une opportunité. Je le rappelais ce matin, la francophonie, c'est ce qui permettra aux Tunisiennes, aux Tunisiens de réussir encore davantage et d'accéder à un maximum de pays, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse du proche Moyen-Orient ou de l'Europe. Et bien au-delà. Alors, face à cela, on a pris des engagements clairs. D'abord, il y a un partenariat. 6 alliances françaises seront ouvertes cette année. Il n'y avait plus une alliance française depuis 1948, sous le contrôle de l'ambassadeur. Et ça, c'est un engagement porté par la société civile. Nous, il y a un investissement technique, un partenariat avec un cahier des charges, des coopérations qui se feront dans ce cadre. Mais c'est la mobilisation pour la langue, la culture française, d'entrepreneurs, de personnes de la société civile tunisienne. La deuxième chose, c'est que nous allons réinvestir sur le français, avec l'engagement que j'ai pris
de doubler dans les 2 ans le nombre d'apprenants en français en Tunisie. C'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais je pense que c'est ici et maintenant qu'il faut le faire. Et donc, cet engagement sera tenu. Le ministre, avec son collègue de l'Éducation nationale, continuera à le déployer. Mais il a déjà commencé à en jeter les bases et je sais son attachement sur ce sujet. C'est indispensable. C'est dans ce cadre que nous allons aussi intensifier les relations avec les universités, l'enseignement supérieur. C'est ce que la ministre est venue faire à travers une série de partenariats, mais aussi ce projet d'université tuniso-française pour l'Afrique et la Méditerranée. Ce qui permettra, là aussi, de renforcer la francophonie, mais de faire de la Tunisie une véritable plateforme de l'apprentissage en français dans différents domaines et de rayonnement. Ce qui, pour la francophonie, est une immense opportunité et ce qui sera l'objet de plusieurs investissements et coopérations techniques, académiques de plusieurs de nos opérateurs. PSL était là avec la ministre. Il y a déjà des engagements donc, de plusieurs universités parisiennes. Et tout cela se fait dans la perspective de 2020 où la Tunisie aura un rôle majeur à jouer dans la francophonie en organisant le sommet, ce qui est la volonté du président Essebsi, et je crois le choix courageux qui a été le sien. Et dans ce contexte, il y a ensuite l'enseignement dans les écoles et les lycées français, l'AEFE, pour répondre à votre question, que j'ai évoquée très directement hier lorsque je me suis adressé à la communauté française. J'ai pris un engagement très clair. Il n'y aura pas de coupe en 2018, en 2019 sur l'AEFE. Il n'y en aura pas. Les budgets seront maintenus. J'ai demandé pour l'été au ministre des Affaires étrangères de repenser également le modèle de l'AEFE qui aujourd'hui a des contraintes, des rigidités, qui font qu'à chaque fois qu'il y a eu des ajustements par le passé, ça s'est fait au détriment soit de la qualité pédagogique, soit des frais de scolarité. Et donc, la mission qui est confiée au ministre, c'est, cette vision étant donnée de stabilité sur les 2 ans qui viennent en termes de crédit, de pouvoir mieux mobiliser le secteur privé, les entreprises au niveau de la structure faîtière, parce qu'on peut le faire, de mieux mobiliser sur le terrain aussi des partenaires qu'on peut parfois labelliser, et qui permet de concentrer également notre charge sur les segments les plus importants et d'avoir une stratégie qui est adaptée, où on envoie des enseignants français sur le terrain là où c'est indispensable, où on travaille avec des partenaires de grande qualité locaux lorsque c'est possible et que ça correspond aux besoins, et donc d'avoir une approche beaucoup plus souple, beaucoup plus pragmatique que celle que nous avons parfois aujourd'hui. Ces propositions seront soumises à l'été pour que nous en tirions toutes les conséquences. Et donc l'engagement sera celui-ci sur l'AEF. Et il est bien entendu que dans ce cadre, nous avons la volonté aussi de permettre à tous aux étudiants de circuler de manière extrêmement libre entre les 2 rives, mais aussi aux académiques, à toutes celles et ceux qui enseignent le français ou quelque discipline que ce soit. C'est l'objectif que nous avons développé depuis plusieurs mois, d'avoir une politique migratoire beaucoup plus adaptée, où nous avons des visas de circulation pour justement les étudiants, les talents, les académiques, les politiques, le monde entrepreneurial, facilitant justement les échanges et les trajets de manière beaucoup plus souple qu'on ne le fait aujourd'hui, mais avec de l'autre côté une politique beaucoup plus rigoureuse pour celles et ceux qui n'ont pas de visa ou qui restent de manière illégale sur le territoire français par un vrai partenariat avec le pays. C'est ça ce que nous allons développer. Je pense que c'est la politique juste, c'est celle vers laquelle nous voulons aller, c'est les bases que nous avons lancées avec le président et le chef de gouvernement. Je crois qu'il y a toujours un processus de paix au Moyen-Orient, bien entendu, et que personne ne peut en décider autrement, sauf les protagonistes de ce processus de paix, que sont les Israéliens et les Palestiniens. Je pense que notre rôle est de tout faire pour le faciliter, l'aider. J'ai rappelé au moment des déclarations unilatérales américaines quelle était la position de la France, sa position historique, conforme au droit international et à ce que nous avons toujours rappelé. Parce que je crois que c'est le cadre dans lequel on peut prétendre avancer. Notre rôle est, d'une part, d'éviter tout débordement dans ce contexte de forte tension. C'est pourquoi j'ai toujours appelé au calme, j'ai vu toutes les parties et constamment essayé de ramener les uns et les autres dans l'espace qui permet le dialogue et l'entente commune. Ensuite, il y aura sans doute des propositions qui seront faites par les uns et les autres dans les semaines ou les mois qui viennent. Les partis en présence auront à se positionner. La France fera tout pour aider à ce qu'il y ait un véritable dialogue et l'émergence d'une solution qui ne peut venir que des partis en présence. Conformément à ce que je disais tout à l'heure en réponse à votre collègue pour la première question, moi je crois à la souveraineté des peuples. Et je crois au droit international et je pense que nous pouvons aider, faciliter,
négocier humblement, être des tierces parties qui accompagnent, mais qu'on ne peut pas prétendre penser une solution alors qu'on n'y est pas. Et alors que, pour revenir à ce que nous disions, tout ce qui se passe autour du processus israélo-palestinien est éminemment humain, passionnel, symbolique. Ça n'a rien de rationnel et de technique. Et donc, il faut que les partis en présence aient la force d'âme de construire cette solution et que nous nous aidions à ce que cela advienne. C'est comme ça que je vois les choses, donc je crois à ce processus, mais j'ai l'humilité aussi de l'aborder comme quelque chose qui ne dépend pas totalement de nous, mais de circonstances et de personnes. Enfin, je repars de ces 2 jours avec, je le disais ce matin, le sentiment de quitter un pays, frère ou sœur. J'étais venu avant la campagne présidentielle française en Tunisie, et j'avais été frappé par la force de la société civile, par, je dois bien le dire, la force des femmes. Parce que ce pays doit beaucoup aux femmes. Et je crois que ce que j'ai exprimé très profondément ce matin dans mon discours, c'est ça. C'est que le moment, la géographie, le grand chambardement du monde, tout ça aurait dû conduire la Tunisie vers l'obscurantisme, vers un choix. Tragique, mais vers ce choix. Et la force qu'il y a eu dans le peuple tunisien, dans les femmes tunisiennes en particulier, a fait que ce pays a choisi l'ouverture, une constitution qui a instauré un État civil, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment vous ne voulez pas être tout simplement admiratif? Et donc comment vous ne pouvez pas ressentir le devoir qui est le vôtre, qui est d'aider, et en même temps d'apprendre de cet exemple pour les difficultés que nous avons nous-mêmes. Donc je repars avec ça, ce sentiment qu'il y a ici beaucoup de force d'âme et de caractère, qu'il y a des difficultés immenses que ni votre président ni votre chef de gouvernement ne mésestiment, et que donc notre responsabilité c'est d'être aux côtés de la Tunisie. Et que ce chemin de la démocratie que certains pensaient une évidence, et le chemin de l'humanité tout entière il y a quelques décennies, est devenu un chemin plus difficile que naguère. Et que les quelques pays qui le poursuivent avec rigueur sont des trésors que nous devons chérir, aider, faire réussir. Je serai dans quelques heures avec Macky Sall. Nous aurons ce travail à continuer dans un pays, là aussi, exemplaire pour la politique qu'il mène, pour sa démocratie, son ouverture. Et vous avez raison, qui est à ce titre l'un des partenaires de la Tunisie. Et je le ferai avec la même vigueur, avec la même conviction, et nous le ferons tout particulièrement sur un sujet qui nous tient l'un et l'autre à cœur, qui est l'éducation, dont j'ai beaucoup parlé ce matin, puisque nous aurons à présider le partenariat mondial pour l'éducation, parce que si nous voulons que ce chemin soit pleinement réussi, il faut le développement économique, les investissements dont j'ai beaucoup parlé durant ces 2 jours, pour que les gens aient un emploi, pour que le pouvoir d'achat s'améliore et que les classes moyennes voient leur propre réussite dans ces décisions prises. Mais il faut éduquer. Parce qu'à la fin des fins, c'est ça qui compte. C'est que dans ces moments où l'histoire bascule, qu'est-ce qui a fait que ce miracle s'est passé ici? Parce qu'il y avait l'éducation. Parce qu'il y avait eu la vision de Bourguiba, parce qu'il y avait des femmes en particulier qui avaient été depuis des générations à l'école et qui n'ont pas cédé devant les leçons de noirceur. Parce que dans les pires moments de difficulté, si vous n'avez pas eu ce que l'école vous apprend, qui est le libre jugement, la capacité d'être libre dans votre conscience, dans les moments les plus difficiles, à ce moment-là, vous pouvez vous perdre. Ici, les gens ont eu cette conscience parce qu'ils ont eu cette éducation. Et donc, c'est aussi à ça que nous allons travailler avec le président Sall, et puis surtout les sujets qui concernent le Sénégal. Voilà avec quel sentiment je repars d'ici, et avec une question que vous ne m'avez pas posée alors. C'est quand je reviendrai. Le plus vite possible. Le plus vite possible, parce que ce qui se joue ici
est, comme vous l'avez compris, essentiel pour nous, et parce que j'ai ici plus que des amis. Merci beaucoup. Merci à vous.